Moi, je les vois comme métis, mais on est dans un environnement où peut-être le mot métissage existe moins, tu vois. On parle plus de noir, quoi. Je pense que c'est l'influence états-unienne, américaine, où si t'es pas blanc, t'es noir. À partir du moment où tu as un pourcentage de sang C'est noir, ça. you're black. C'est ça, donc. L'Auberge du Plateau nous reçoit pour la saison 5 de Woman Talk That Talk. Chaleureuse et conviviale, l'auberge est située au cœur du quartier du Plateau Mont-Royal. Elle accueille toute l'année les voyageurs du monde entier en quête de rencontres et de nouvelles expériences humaines. Pour plus d'informations, consultez aubergeduplateau.com. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Une émission qui aborde des sujets de femmes avec des femmes, tout simplement parce que nous avons des choses à dire. Aujourd'hui, on va aborder un thème sur la parentalité, mais plus précisément l'expérience d'une maman extraordinaire qui élève des enfants métis. On entend souvent parler de couples mixtes, de love has no color, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que ça prend vraiment d'élever des enfants mixtes? Je vais avoir cette discussion avec Kumba, qui est la copropriétaire de l'Auberge du Plateau, celle qui nous reçoit d'ailleurs. Merci beaucoup, Kumba. Ça fait plaisir. Elle est également la fondatrice du concept Teranga, qui a lieu tous les étés à Montréal, donc un concept culinaire et musical qui met en valeur la culture africaine. Et dernièrement, elle est aussi l'animatrice de son émission radio qui s'appelle Extraordinaire. Mais avant qu'on la rencontre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous nous écoutez sur le podcast, partagez le podcast. Laissez-nous une évaluation de 5 étoiles parce que c'est ce qui nous permet d'être recommandés à un plus grand public. Et merci également pour vos dons sur PayPal parce que c'est ce qui nous permet de financer cette belle saison. Donc, sans plus attendre, how you doing? Ah, je vais très bien. Merci. Ça va? Sarah, et toi? Ça va? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Merci, merci. Comment tu te sens? Je me sens bien. Écoute, j'ai hâte qu'on ait ces discussions. Je pense que le sujet est d'une importance capitale. En tout cas, il me regarde, il m'intéresse et je suis sûre qu'il intéresse d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, très ravie d'être ici avec toi. Yes, moi aussi, je suis très, très contente. Mais avant ça, j'aime bien partir sur un brise-glace pour savoir un peu sur toi, mais d'une façon assez différente. Si tu devais te définir en 3 mots, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Ok. Mais les mots, les mots qui me viennent, je dirais vibrante. Okay. Dans ce mot, je vois la vibration du mouvement, ça bouge, quelque chose qui vit. Donc, j'aime la vie, dans ses hauts et dans ses bas. Okay. Et je dirais ensuite bienveillante. Je suis une personne bienveillante. J'aime que les gens autour de moi soient bien et je ne pense jamais à mal. Ça, c'est quelque chose que je chéris. Et sinon, je dirais peut-être créative. Ouais, créative. Ça n'arrête pas dans ma tête. J'ai toujours des idées, j'ai toujours plein de choses auxquelles je pense. Donc voilà, ce serait ça. C'est beau. C'est beau, j'adore. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, Kumba. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours de femme, très très rapidement, succinctement, si tu peux. Si c'est possible. Écoute, oui, c'est possible, bien sûr. Mon parcours de femme, il est encore en construction. C'est fou ce que je découvre sur moi chaque jour un peu plus. Et je pensais qu'à près de 40 ans, 40? Près de 40, okay. Je me disais, quand j'étais jeune, en tout cas, que je voyais mes tantes de 40 ans, je me disais, bon, elles ont tout compris de la vie, elles ont la sagesse, elles sont vieilles. Aujourd'hui, je me dis, tiens, j'en suis pas très loin et j'ai l'impression que j'en apprends encore aujourd'hui parce que justement, je suis curieuse, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc, je m'implique dans pas mal de choses. Je m'implique dans des projets
qui me parlent, qui me nourrissent. Donc, tu as parlé de Terrasse Teranga, de l'auberge. Je préside également un organisme qui œuvre pour la sécurité alimentaire dans la ville de Saint-Léonard, donc table ronde de Saint-Léonard. Oh, wow. Je suis également dans Afro Happening, une plateforme d'événementiel pour les promoteurs afro, pour la communauté afro. Un peu comme Eventbrite, mais Afro Happening. Okay, Oui, wow. et j'ai été dans la cohorte Groupe des 30 2021, donc qu'on vient juste d'achever. Donc, en fait, une initiative de Concertation Montréal qui vise à vraiment promouvoir la gouvernance, les CA auprès des jeunes de la diversité. Donc, pour résumer un peu la personne que je suis, je te dirais que je suis très ouverte d'esprit, j'ai un peu voyagé, je parle 5-6 langues, donc je pense dans plusieurs cultures, j'ai quand même un esprit assez flexible, ce qui, je pense, est mon atout numéro 1, cette capacité au fait à envisager que tout est possible. Et du coup, je suis rarement surprise dans le mauvais sens du terme. Et voilà. Oh, j'adore. J'aime. Donc, tu es un peu une citoyenne du monde avec tout ton bagage, ça, une citoyenne du monde, et tout. mais quand même très ancrée dans ce que je suis. Ok. Ouais. Génial. Ça me fait penser à ma prochaine question, qui est sur le fait que tu as beaucoup voyagé, tu as fréquenté plusieurs cultures du coup. Oui. Est-ce que c'est tout naturellement du coup que tu es tombée dans une relation, que tu es entrée dans une relation mixte du coup? On dit qu'on ne choisit pas la personne de qui on tombe amoureux, mais est-ce que tu avais eu un déclic, genre lorsque tu as su que tu allais élever des enfants métis, ou ça a été normal? C'est drôle parce que quand j'étais petite, autant je n'avais pas ce rêve de la robe blanche. Non, je ne l'ai jamais eu. Ce côté princesse, c'est pas du tout moi. Par contre, je m'imaginais bien avec une famille très diversifiée. Je me voyais avec des petits Chinois. Oh wow. Parce que c'est quelque chose qui était tellement loin de moi. Et vu que j'ai toujours été curieuse, et je me disais, tiens, ça serait génial que je fasse un peu comme Joséphine Baker, que j'ai des enfants arc-en-ciel. Et maintenant, oui, c'est ça. Et pendant un certain temps, au fait, quand j'avais 20-30 ans, je ne savais pas trop pourquoi. Maintenant que j'ai un peu plus vieilli, je me rends compte que ma mère, travaillant dans un couvent, dans un noviciat, où il y avait des Coréennes, des religieuses coréennes, italiennes, allemandes, autrichiennes, des gens de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que, ayant grandi avec ces femmes-là qui m'ont bercée, parce que je suis née un peu au milieu d'elles, j'ai toujours eu cette ouverture d'esprit à l'autre. Donc je m'étais dit, tiens, j'ai envie d'une famille colorée. Donc je savais déjà que ça ne serait pas une famille peut-être qui me ressemblerait à tout point, mais j'avais déjà cette ouverture, oui, d'élever des enfants métis. Ok. Et du coup, quand tu les as eus, parce qu'on va parler de ta parentalité, est-ce que genre, tu penses que tu étais prête à ça? Non. On n'est jamais prêt. Ouais, déjà, on n'est jamais prêt à être maman de base. Tout simplement. Ouais, parce que c'est tout un truc. Oui. Mais du coup, d'élever des enfants métis, est-ce que ça semble, c'est naturel pour certains, mais dans la société, c'est quand même Je pense que c'est naturel pour les personnes qui ne le vivent pas. Ok. Mais pour moi qui le vis, et encore une fois, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire avant qu'on poursuive dans le thème. Ça dépend vraiment de la personne, de son niveau de conscience, puis peut-être de son envie de transmettre quelque chose de ce qu'elle est. Okay. Si on voit ça comme peut-être juste des enfants qui sont un peu de nous, un peu de l'autre, et puis ça s'arrête là, ça peut peut-être être plus simple. Okay. Pour moi, ça a été différent parce que, ayant grandi au Sénégal, j'ai vécu dans mon pays jusqu'à mes 18 ans, mes parents y sont encore, et je parle ma langue dans un environnement où beaucoup d'enfants de mon âge commençaient déjà à ne plus parler leur langue maternelle. Okay. Donc, parler le français, mais pas leur langue. Okay. Et du coup,
je connais ma culture. Encore aujourd'hui, quand je vais au Sénégal avec mes enfants, on va au village, là où sont mes grands-parents. On va au puits, on se couche à la belle étoile. On voit les étoiles, on arrive à les compter. Les enfants leur donnent un nom. Ils vont galoper à cheval avec leurs cousins qui, déjà à 7-8 ans, savent galoper. Bref, j'ai ce contact-là avec ma culture qui est quand même un contact très fort. Et ma première surprise, quand je me suis mise en couple et quand j'ai eu mes enfants, ça a été de voir que finalement, ce côté de moi allait diluer. Mais je ne m'y attendais pas forcément. Et surtout, je ne savais pas à quel point il allait diluer. Donc, ça, je pense que ça a été la première surprise. Et peut-être qu'avant même de se mettre en couple ou de commencer à avoir des enfants, on n'y pense pas. Non, parce que c'est à quoi on pense, c'est l'amour. Oui, c'est génial, c'est l'amour. Mais une fois que les enfants sont là, tu sais, on a envie de transmettre quelque chose. Que ce soit sur le plan de la religion, que ce soit sur le plan de la langue, que ce soit la culture, la manière de voir le monde, de le percevoir, de le vivre. Et toutes ces choses-là, au fait, quand on est très conscient de tout ça, moi, je pense que ça peut devenir un petit problème. C'est pas évident. Parce qu'on se rend compte, du coup, de tout ce qu'on n'arrive pas forcément à transmettre comme on voudrait, parce qu'on n'est pas seul dans cette relation. Ouais. C'est un bon point. On n'est pas seul. Comment on fait? Comment on t'a fait? Parce que toi, tu as une culture qui pour toi est importante. Tu as besoin de la transmettre parce qu'il faut que ça suive par la suite. Mais est-ce que pour ton partenaire, est-ce que c'était pareil ou pour lui c'était comme mes enfants vont être comme moi parce que moi je suis comme ça, je suis blanc, moi je dis les mots. Moi je suis blanc, on est canadien, ça va être comme ça. Et puis pour lui, est-ce que vous avez eu ce débat en mode pour moi c'est important qu'on est au Sénégal, c'est important qu'on... Est-ce qu'il se voit déjà noir ou plus? Comment est-ce que tes enfants s'identifient? C'est beaucoup de questions, tu peux répondre par partie. Oui, au fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que je pense que je suis devenue très sénégalaise quand j'ai commencé à avoir mes enfants. Oh. C'est fou, parce qu'au fait, l'identité, ce qu'on est, je pense qu'on n'y réfléchit pas jusqu'au moment où on nous rappelle que ce n'est pas si évident que ça. Et dans la transmission de ce qu'on est à l'autre, donc à nos enfants, c'est là qu'on commence à penser, c'est là que le processus en fait de réflexion autour de ce qu'on est, parce qu'on a besoin de le transmettre. Donc, pour la première fois, on va commencer à, on va dire, théoriser et pratiquer cette culture, alors que de tout temps, ça a été quelque chose de naturel pour moi. Je suis sérère, je parle sérère, ma langue... c'est ma langue maternelle, donc ma manière de manger, de me mouvoir, la danse, tout ça, c'était des choses pour moi qui étaient évidentes. Mais quand j'ai commencé à voir que les enfants commençaient à danser un peu comme leur père, là, on va aller dans les stéréotypes. Comme des blancs. Faut dire les mots, ici, il n'y a pas de tabou. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Comment ça qu'ils dansent pas comme moi? C'est quoi ça? Et ça m'a vraiment... Genre l'ombalar et tout. Oui, mais ça m'a ramené un peu. Je me suis dit, oulala. Puis la première fois qu'on est allé au Sénégal, la première fois, ma fille avait 2 mois. Et je me souviens que ma mère lui avait mis un gros collier, tu sais, les colliers en pierre, là, comme de l'ambre. Mais c'est lourd, en fait. Mais elle m'a expliqué que c'était pour que l'enfant dresse sa tête. Et au fait, j'ai été surprise parce que c'est pas quelque chose que moi, j'avais gardé en tête. Donc lui, ça a été le choc pour lui de voir qu'il fallait la masser d'une certaine manière. On pensait déjà à ses courbes, à la manière de façonner sa taille. Donc tout ça, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est quoi ça? Puis les perles autour de la taille, pour bien marquer. C'est des choses culturelles auxquelles lui n'a jamais été confronté. Et là, moi, je regarde ça et je me dis, et je suis obligée de penser ma culture pour la lui expliquer. Et je pense que ça continue aussi quand les enfants grandissent. Il faut être en mesure de penser son identité, sa culture, pour pouvoir la transmettre. Et lui, il est ouvert Il est ouvert à ça. Il est ouvert à ça parce que, moi, c'est pas une option. Peut-être pour moi, c'était pas une option. Il fallait vraiment que les enfants aient cette partie de moi. Si on était au Sénégal, peut-être que j'aurais eu, moi, ce côté un peu
il faut. Ouais. Parce qu'ils sont déjà dans l'environnement, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors c'est naturel. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il fallait bien, quand même, dans cette foule du Québec, que j'aime beaucoup, que je puisse leur dire, écoutez, il y a aussi une autre partie de vous, donc la mienne, qui est très importante pour vous. Et si vous... Je pense que ce brassage de culture, s'il est bien fait, c'est un gros plus. C'est un gros plus pour tout être humain. Donc, c'était important, oui. Oh, nice, j'adore, j'aime trop. J'ai une autre question. Tes enfants aujourd'hui, ils s'identifient plus comme noirs ou plus comme blancs ou le juste au milieu? Comment est-ce que tu amènes cette conversation? Parce qu'on est dans l'ère où on parle de racisme, on parle de colorisme, on parle de privilèges. Comment est-ce que tu as déjà eu à aborder ces sujets avec eux ou pas du tout? Je vais te faire une confidence. Aujourd'hui, j'ai rappelé à mon fils qu'on allait voir la CAN. D'ailleurs. C'est ça. Donc, je me suis dit, tiens, il y a la CAN, il faudra qu'on aille regarder le match et tout. Et il me dit, nous allons gagner. Oh. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, le Sénégal. Sur le coup, ça m'a pris de court. Okay. C'est fou, hein? Ouais. Mais je me suis dit, oula, oh mon Dieu, il y a quelque chose de beau là qui se passe. Il s'identifie. Comme Sénégalais. Oui. Et je pense que si c'était le Canadien qui jouait, il aurait dit aussi nous. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, c'est qu'il est les deux en fait. Et dans les deux, il peut utiliser le nous. Et c'est ça qui est beau. Et bien sûr qu'on a eu ces discussions-là, surtout avec George Floyd. On les a eues, les discussions. Moi, je les vois comme métis. Mais on est dans un environnement où peut-être le mot métissage existe moins, tu vois. On parle plus de noir. Je pense que c'est l'influence états-unienne, américaine, où si t'es pas blanc, t'es noir. À partir du moment où t'as un pourcentage de sang noir, you're black. C'est ça. Donc moi, j'ai dû leur expliquer, quand j'ai vu des actrices, des célébrités qui se proclament noires alors qu'elles sont métisses, je me suis dit, ok, ici, ils ne sont pas métis, ils ne sont pas mulâtres, ils sont vraiment noirs. Donc oui, j'ai dû leur expliquer des réalités sans pour autant noircir le tableau. Mais moi, je suis une personne lucide. Ça, j'aurais pu le mettre dans les 3 adjectifs. J'aime être confrontée à la réalité et c'est ce que j'ai essayé de faire avec eux. C'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Moi, je trouve... parce que je suis pas certaine que beaucoup de parents ont cette façon de voir les choses et cette facilité en fait d'aborder le sujet. Je parle notamment, toi, tu es une maman noire. Exemple, les mamans blanches qui du coup n'ont peut-être rien du tout comme information. C'est aussi le rôle du père d'apporter ces éléments-là. Exactement. Et moi, j'ai l'impression que souvent, c'est la maman un peu qui est la reine de la maison, qui a plus d'influence au niveau de l'éducation. On l'a pas choisi, c'est comme ça. En effet. Tu vois. Et qu'est-ce que genre tu conseillerais, toi, à une maman, du coup blanche, qui élève des enfants métis? J'ai plutôt envie de dire des choses à l'homme. Ok. Parce que j'ai tendance à croire que nul ne peut parler mieux de notre culture que nous-mêmes. L'autre peut adhérer, l'autre peut l'accepter, l'aimer, l'adopter. Mais je pense que ce devoir-là, sincèrement, il nous revient. Autant c'est à lui, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour leur donner les valeurs de Chicoutimi, parce qu'il vient de Chicoutimi, donc du Québec. Et autant moi, je pense que je suis celle qu'il faut aux enfants pour donner cette culture sénégalaise, africaine. Aussi parce que je pense que l'élan n'est pas le même. Il y a quelque chose de plus spontané, de plus naturel. Et il y a tellement de non-dits dans une culture. C'est pour ça que quand je parlais de penser une culture, c'est tout un processus différent. Donc, je pense qu'il y a toute une part de nous, une partie intrinsèque qu'on donne à l'enfant. Et ça, il faut être de la culture pour vraiment la transmettre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas donner sa perception. Et il va la donner. Mais je pense que le conseil que je donnerais à la maman, ça serait de garder justement cette ouverture d'esprit. De la maintenir jusqu'au bout parce que comme tu dis,
c'est la maman qui éduque, même si aujourd'hui les papas sont très, très, très impliqués. Moi, le père de mes enfants, il est très, très impliqué dans l'éducation de nos enfants. Mais je peux te dire que quelque part, le dernier mot souvent. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a cette partie d'élan spontané de la mère qui couvre, qui éduque, qui nourrit. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on garde. Donc, peut-être que cette maman-là, justement, qui a un papa d'une autre culture, pourrait faire plus de place à... Puis peut-être se rapprocher plus de la famille du père, justement, et en apprendre davantage et amener les enfants à vraiment avoir leur place, au fait, dans cette culture-là. Ouais. Ou s'éduquer aussi parce que, par exemple, les cheveux déjà, c'est très prenant. Déjà, quand t'es noir, tu connais les enfants, c'est compliqué. Alors, quand t'es pas du tout, tu sais pas comment les coiffer, comment les manipuler, tout ça. Je pense que ça demande un peu d'éducation aussi. Bien sûr. Tu vois, parce que ça peut créer un complexe chez les enfants quand ils... Tu vois. Exactement. Et dans l'idéal, c'est pour ça que je disais, les sœurs du père, les cousines, souvent, vont être les meilleurs alliés pour justement t'éduquer dans ça. Oui, parce qu'elles-mêmes, c'est des choses qu'elles connaissent. Donc, c'est vrai. Oui, ça pourrait être de vrais alliés. Parlons de famille. Oui, parlons de famille. On va parler juste un petit peu de la famille. Comment tes enfants ils se sentent quand ils sont du côté sénégalais puis du côté québécois? Comment tu arrives à jongler avec les deux? Parce que c'est deux cultures différentes. Oui, c'est deux cultures différentes. Et pour moi, une chose dont je suis vraiment fière aujourd'hui, ça a été de déceler l'importance pour mes enfants et pour moi d'aller au Sénégal. Donc, de ne pas juste être seule à les élever dans ma culture, mais aussi de demander l'aide de mes parents. Donc, on s'offre des cadeaux de Noël pendant des années. Avant Covid, chaque année, on allait à Noël au Sénégal. Et c'était important pour moi parce que de cette manière-là, tout ce que je leur dis ici devient réalité. Quand je leur parle d'éducation, par exemple, que je leur dis « Ah non, tu sais, chez nous, ça aurait été ça. » Ils ne me croyaient pas, mais quand ils sont partis, ils ont vu, ils ont dit « Ah, tu avais raison, hein, même que tu n'as pas assez dit. Hein. » Je leur dis bon, « Vous voyez, c'est pas toujours maman, tout ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est quelque chose qu'elle a vécu. » Donc, au Sénégal, j'ai ma sœur qui est là, qui a des enfants elle aussi. Donc, ils ont leurs cousins, leurs cousines. Mes parents sont encore là. Et comme je t'ai dit, on parle sérère, on est très ancré dans la culture. Donc, quand on va au Sénégal, on va à l'église avec eux, on mange la nourriture de ma mère, de mes tantes. Et du coup, ça se passe très, très bien là-bas. Et vu que ma fille, la première fois qu'elle est allée au Sénégal, elle avait 2 mois, mais dis donc, les autres ont suivi et chaque année... on y va, chaque année on y va. Donc mon dernier qui a 4 ans, par exemple, il est allé 3 fois au Sénégal. Donc il aime la nourriture sénégalaise. Le tchéboudian, lui, le mafé, le tchébouya, c'est des... Ah, il mange très bien. Et ça, c'est un très beau baromètre pour mesurer l'adhésion d'un enfant à une culture. À quel point ils sont impliqués. Oui. Quand tu les vois manger comme toi, les plats de ta maman, tu comprends qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ils dansent peut-être pas, mais ils peuvent manger. Oui, mais là, ils dansent beaucoup mieux. Nice. Depuis qu'il y a Whisky, des Fireboy, tout ça là. Mais là, Burna Boy, on met ça et là, je leur donne des cours. Ils me regardent faire, on met des vidéos. Donc là, ils dansent très bien maintenant. Côté des Blancs. Parfait. Ça se passe très bien. Mais parce que du coup, c'est grand-maman et grand-papa du quotidien, n'est-ce pas? C'est eux qui le voient très, très, très régulièrement. Donc, de ce côté-là, je te dirais, ils font du ski, mes enfants, ils patinent, contrairement à leur maman. Donc, c'est ça. Moi, je me suis dit, bon, allez, faites les choses là. Faut que vous soyez intégrés. Voilà, rattrapez tout pour moi. Donc, ma fille fait du judo. Bref, ils sont très intégrés dans la culture. Ils aiment beaucoup le pâté chinois. Ils aiment la tourtière du lac Saint-Jean. Ils aiment le ragoût de leur grand-mère. Oh là là. Ils me parlent beaucoup de leur ragoût. Et ils m'ont dit, on sait que tu cuisines bien.
mais tu n'égaleras jamais le ragoût de grand-mère. Non. Donc voilà, ils sont très, très, très aimés dans les deux familles. Okay. Oh, ouais. Aussi parce que je suis l'aînée. Ok. Donc moi, quand je suis arrivée avec mes bébés, voilà, donc des deux côtés, tout le monde était très, très content. Oh, ouais. Donc il n'y a pas eu de... Ok, d'accord. Il n'y a pas eu de problème d'acceptation chez la famille blanche et tout. Moi, je pose vraiment des questions crues comme ça. C'est le but de l'émission. Pour les enfants, non. Ok. Pour moi, c'est autre chose. Ok. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes d'acceptation. Toi, tu es noire. Tu veux faire quoi ici? C'est ça. Okay. Mais j'ai l'impression que... Tu sais, j'ai une amie que beaucoup de gens aiment. Et récemment, elle a fait son anniversaire. Et tu sais, les anniversaires, souvent, c'est des moments où on témoigne l'amour aux gens. Le témoignage d'amour que j'ai eu en étant en sa présence avec ses autres amis, je me suis rendu compte que je me suis dit, mais c'est curieux quand même. J'ai rarement eu autant d'élan vers quelqu'un. Et je me suis rendu compte que ce qu'elle a de particulier, cette amie-là, c'est qu'elle a gardé son âme d'enfant. Okay. Donc tu lui pardonnes tout. Okay. Tu l'aimes juste parce qu'elle a cette pureté. Et tu vois, les enfants, je pense, autant moi, ça a été difficile de m'accepter, de me faire accepter dans ma belle famille, autant les enfants, ils les ont accueillis très facilement. Okay. Parce que je pense que quand tu les vois, puis ils sont jeunes, puis ils t'aiment. Ouais. Eux, ils t'aiment en tout cas. C'est vrai. Et souvent, je pense que la peur, elle est là. La peur de l'amour. Tu sais, cette envie, cette peur qui nous guide toute notre vie. Tout ce qu'on fait, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, je pense qu'on est toujours à la recherche de l'amour. Et quand cet amour-là, il n'est pas certain, il y a quelque chose qui se passe. Et avec les enfants, on n'a pas ce doute-là. Quand ils naissent, eux, ils grandissent avec toi et ils t'aiment. Parfois, quand même, il a fallu que je rappelle à mes beaux-parents que les enfants étaient de deux cultures différentes. Parce que des fois, j'ai eu quelques remarques où je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose qu'il faut dire, une vérité qu'il faut rétablir. Tu sais, quand tu parlais de se faire éduquer, c'est dans les deux sens. Okay. Moi, j'ai une longueur d'avance. Parce que j'ai vécu dans des pays occidentaux avant d'arriver ici. Donc, je comprends la langue, je comprends la culture, je comprends le système, je comprends les réalités. Eux n'ont pas forcément ce contact-là avec ma culture que moi, j'ai avec la leur. Donc, forcément, des fois, il y a des oublis ou alors des choses dont ils ne sont pas conscients. Et je reviens, je fais un retour avec les enfants pour leur expliquer certaines choses. Et ça se passe bien avec les enfants. En tout cas, ils comprennent. Okay. Ils comprennent et c'est quelque chose que j'ai envie de garder ça, d'avoir cette lucidité et cette capacité à parler de tout. Parce que je n'aimerais pas qu'à travers leur éducation, on véhicule des tabous, en fait. Ouais. Donc, on démystifie pas mal de choses, puis on leur dit c'est super les important. choses telles qu'elles sont. Oui. Non, c'est vraiment super important. J'aime beaucoup. Tu es vraiment une maman extraordinaire, si je peux me permettre. Oh mon Dieu, j'aimerais tellement, mais ça, c'est un autre truc que j'ai laissé tomber. L'envie d'être parfaite, extraordinaire. Ça, j'ai laissé faire parce qu'il y a toujours quelque chose. Surtout dans un couple mixte, il y a des fois des pertes dans la communication, des incompréhensions qu'on n'a pas. Tout couple, je pense. Hein? Tout couple, mais dans le couple mixte, j'ai l'impression qu'on a un facteur aggravant. Ok. Qui est... Oui. Mais la barrière de la culture. Ouais. Il y a la barrière de la culture. Des fois, c'est la barrière générationnelle. Vous n'avez pas forcément les mêmes référents. Vous n'avez pas accès aux mêmes mémoires de société. Donc forcément, quand lui me parle des fois de Plume la Traverse, que j'aime, je l'écoute. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre de quoi il me parlait. Puis surtout, de saisir tout ce qu'il me disait. C'est un artiste. Mais tu vois, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les faits culturels, parfois il y a des incompréhensions qu'on n'a pas, que j'aurais peut-être pas eu si j'étais avec un Sénégalais de mon âge, par exemple, tu vois. Ok. Parce que, juste pour préciser, c'est qu'il est beaucoup plus vieux que toi? En fait, il a 16 années de plus que moi. Ok. Oui. Ok. Donc,
déjà, là, on ne vient pas de la même culture. Non. On n'a pas la même couleur. Même culture, même génération. Exactement. Okay. Donc, il y a pas mal de différences. Ouais. Et avant les enfants, on ne les voyait pas tant que ça. OK. Mais je pense que ce qu'on met en scène, ce qui se joue lorsqu'on devient parent, c'est notre enfant à nous, qu'on avait oublié parce qu'on joue à l'adulte. On se met en couple, on va faire des enfants, donc là, on est adulte. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Je pense que c'est Lacan, un psychanalyste français, qui le disait. Le couple, c'est la rencontre de deux enfants. C'est deux enfants qui se rencontrent. Okay. Et ils se rencontrent avec leurs peurs, leurs blessures et leur traumatisme. Et justement, quand ce jeu-là, cette rencontre-là se fait avec d'autres enfants, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Okay. Donc, si c'est des enfants avec des cultures différentes, je pense que là, c'est encore autre chose. Waouh! Ouais. C'est incroyable, Komba, c'est incroyable. On arrive à la fin. Ça va vite. Ça passe tellement vite. Moi, j'aurais pu rester là, parler, discuter. Parce que tu as tellement d'éléments à apporter à la discussion que malheureusement, le temps ne nous permettra pas aujourd'hui. On aura notre rendez-vous, en effet. Je veux juste qu'on finisse sur un mot de la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux parents qui élèvent des enfants mixtes? Ce que je leur conseillerais, ça serait de parler de leurs valeurs et de ce qu'ils veulent transmettre à des enfants qui ne sont pas encore là. Parce que je pense que cette discussion, on l'a trop tard. Et tu sais, il y a des gens qui ne négocient pas avec ce qu'ils sont. C'est non négociable. Il y en a qui laissent passer et c'est correct. Mais moi, j'ai des amis, par exemple, que l'enfant parle la langue, elle n'en a rien à faire. C'est pas important. Okay. Alors que pour moi, c'est très important. Donc, en fait, c'est de parler de ça avant. Mais tu sais, je pense que la raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est qu'ils ne perçoivent pas non plus le besoin de le faire parce qu'ils ne perçoivent pas les enjeux. Moi, ayant vécu ça, je peux te dire que c'est important. Exactement. Parler de ce qu'on veut transmettre avant que les enfants soient là. Ce sur quoi on n'est pas prêt à négocier. Comment l'autre te perçoit fondamentalement dans ce que tu es et comment toi tu le perçois. I love it. Pourquoi elle t'attire? Pourquoi tu es venu vers elle? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser de côté? Quel compromis tu es prêt à faire? Vraiment, ça pour le faire, il faut se mettre dans une mentalité où on peut même mettre une poupée sur une chaise, puis faire des mises en situation. Si par exemple l'enfant veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour la première communion, le baptême, c'est important. Ah non, moi la religion n'est pas importante pour moi. On a un problème. Vous, en plus, vous n'avez pas de problème de religion? Lui, il est de tradition chrétienne. Moi aussi, je suis de tradition chrétienne. Mais j'imagine que si j'avais été musulmane, ça aurait été encore autre chose, tu vois. Oui, je veux qu'il soit baptisé. Ah ben non, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, puis tu sais, ça, c'est des choses Est-ce que tu es prête à céder profondes. Ou pas? Exactement. Il faut vraiment en parler avant que les enfants soient là. J'adore vraiment parce que c'est vrai que beaucoup de parents n'en parlent pas. Ils sont comme « Ah, être parent et tout ». Puis les enfants sont là et puis ils te regardent. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a un problème d'identité aussi qui se crée chez les enfants. Exactement. Ou alors une perception très mauvaise de la culture de l'autre. Ouais. Parce que, je vais finir sur ça, parce que parfois, en fait, c'est aussi le fait que parfois le partenaire qui n'est pas du tout d'origine ethnique ou autre, il n'a pas conscience de tes réalités jusqu'à ce que l'enfant il arrive. Exactement. Puis il voit que finalement, parce qu'il te ressemble un peu plus, parce qu'il a plus tes traits et tout, du coup, il est comme ok, c'est vrai que ça existe, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi, pour justement être prêt à pallier à ce genre de situation. Bien sûr, c'est très important. Moi, je dis que faut pas le prendre à la légère. C'est vraiment une réalité qui devrait être prise, mais sous tous ses angles. Il faut être prêt. On n'est jamais prêt, totalement prêt, mais au moins parler des choses importantes, ça c'est une chose qui je pense, sauverait beaucoup de couples, en fait. Sauverait beaucoup de couples. Ouais, c'est important. Nice! Écoute, merci beaucoup, Komba. Merci. Ça a été super enrichissant, tout ce que tu as partagé aujourd'hui.
Je suis certaine que beaucoup de parents métis ou en devenir, ou même les enfants aussi, mais qui ont grandi métis, qui vont pouvoir se dire « Ah ouais, j'aurais aimé que mes parents… » Tu vois, c'est un épisode que je trouve vraiment intéressant. Du coup, on va partir sur une dernière partie de l'émission, qui est comme les 5 questions d'empowerment pour les femmes. Je suis prête. Donc, c'est parti. Du coup, quelle est la première chose que tu fais le matin au réveil? Oh mon Dieu. J'ai eu plusieurs routines différentes. Ok. Là, celle que je veux garder, que j'ai commencé, c'est de vraiment prendre le temps de méditer. Avant, je me levais le matin, je regardais mes textos, mes courriels, oh là là. Et là, j'ai décidé d'arrêter ça. Ouais. Donc, je prends le temps de penser ma vie, mon corps. Je suis là, en fait. Le moment présent, quand je me réveille maintenant, je ferme les yeux et des fois, je me surprends à prier. Ou parfois, c'est juste d'être là, tu sais. De dire merci pour cette nouvelle journée. Prendre conscience que je suis là et que tout est encore possible. Arrête. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sourire? Mais pas mal de choses me font sourire. Just one une chose. Qu'est-ce qui me fait sourire? Je me surprends à rire de moi, hein, parce que j'ai ce côté spontané, donc des fois je dis des choses un peu cocasses, un peu coquines, alors j'aime rire de moi. Toi, love it. Oui. Tu es ta je raison me souris, de… ouais, je me souris à moi-même parfois, donc… J'adore, ouais. j'adore. Pour toi, une femme extraordinaire est une femme qui… Une femme extraordinaire, pour moi, c'est une femme qui est naturelle. Oh. Et dans le mot naturel, il y a la nature, il y a quelque chose de très simple. Tu vois, pour que ton cœur batte le matin, tu n'as pas besoin de lui dire bas. Pour que la plante pousse, tu n'as pas besoin de lui dire pousse. Pour que le soleil se lève, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Donc pour moi, au fait, c'est celle qui accueille la vie telle qu'elle est, qui garde ce côté naturel, quoi, dans ses relations, dans tout. Une femme extraordinaire, c'est une femme naturelle parce que du coup, elle s'ouvre à toutes les possibilités et à toutes les belles choses. Mon Dieu, que t'es inspirante. Que t'es inspirante. Merci. Trop philosophe. Ton adage préféré? Ça, c'est en anglais. Je vais le traduire en français. Let's go. They tried to bury us. They didn't know we were seeds. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des semences. Alors, c'est un adage mexicain. Et ça résume un peu, je pense, tout ce que je dis depuis tout à l'heure par rapport à la nature. La semence, pour moi, c'est quelque chose qui pousse dans le noir et qui se révèle au grand jour. Tout comme le jour commence à minuit, le jour commence la nuit. Donc, c'est pour ça que mon émission, justement, sur l'échec, me tient à cœur pour dire aux gens que des fois, c'est dans ces moments-là, sombres, alias Covid, que des fois, beaucoup de belles choses peuvent émerger. Waouh! Dernier mot, on va faire ça court. Jamais sans… Mon miroir. Bisous, je vérifie que j'existe encore. Oh waouh, j'adore. Ah, t'es génial, Kumba. Ça a été un plaisir aussi, de te Sarah. découvrir. Merci. Je trouve que c'est une belle émission que tu as. Ça va. Une belle initiative de mettre en scène les femmes. On a envie de devenir belle. J'espère que j'étais à la hauteur. Ouais. Parce que je te trouve merveilleuse. Alors continue dans ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est réciproque. Merci de nous accueillir dans ta belle auberge. Ça fait plaisir. C'est magnifique, on adore, on se sent bien. Où est-ce qu'on peut te trouver, Kumba? J'essaie d'être un peu partout depuis 1 an et demi. Donne-moi un site ou un compte. Allez, Instagram. Ok. Je suis dessus. Sur Kumba Life. Kumba Life. Ouais, la vie de Kumba. Ok. Ouais. Si vous voulez savoir un peu plus sur cette femme extraordinaire, un peu aussi sur son émission radio, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Moi, je vous dis, on se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas, on s'abonne, on partage la vidéo, on laisse les commentaires. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode. Et également, si vous nous écoutez sur le podcast, laissez-nous une belle évaluation.
D'ici là, portez-vous bien. Woman Talk That Talk. Hey, alors tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as aimé l'épisode et mieux encore, tu as aimé la chaîne. Alors abonne-toi, partage la vidéo, laisse ton commentaire et on se retrouve prochainement.